J'espère que vous avez tous révisé. Vous savez combien cet examen est important pour votre diplôme de fin d'année. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un psychiatre, il y a quelque temps déjà, qui a trouvé un emploi dans une institution et qui arrive pour le premier jour dans cette institution. Alors ses collègues lui font visiter les locaux, les quartiers des patients, lui expliquent chacun son activité, sa spécialité. Des locaux très neufs, très jolis d'ailleurs, un beau bâtiment. Il fait la visite, on l'emmène voir aussi le parc qui jouxte ce bâtiment très, très joli, très arboré. Il se dit qu'il a bien fait de postuler ici. On lui explique aussi la façon de travailler, les nouvelles méthodes thérapeutiques, et tout ça lui plaît vraiment beaucoup. Et en se baladant dans le parc, sur le côté qui jouxte le bois, il voit une très très grande palissade, très haute. Et en se promenant à côté avec ses collègues, à un moment donné, il entend 33, 33, 33, 33. Il est un peu intrigué et il demande à ses collègues « Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette palissade ?» Et on lui répond que c'est le quartier des clients, des patients secrets et très spécifiques, c'est réservé au directeur. Il est quand même très très intrigué par cette pratique et il dit mais je pourrais parler avec le directeur pour échanger sur ces cas. Ils lui disent ben là c'est compliqué parce qu'il n'est pas présent aujourd'hui. Alors, il demande mais et comme il est un peu psychanalyste, il demande mais il sera là quand? Et ses collègues lui disent ben on sait pas trop. Bon, il reste un peu frustré par cette réponse et la visite continue et plus il s'éloigne et plus il entend 33, 33, 33, 33. Bon. Il revient, on réexplique un peu la démarche administrative, il se met en route, puis ses collègues repartent vaquer à leurs occupations. Et lui quand même ça le travaille et il se dit mais qu'est-ce que c'est que de l'autre côté de la palissade? Il n'en tient plus. Donc il regarde, il examine si personne ne le regarde. Et puis il sort, il regarde encore, non, personne ne le voit, et il essaye de retrouver le long de la palissade, et il recommence à entendre, en loin, 33, 33, 33. Il avance le long de la palissade, et le son devient de plus en plus fort, 33, 33, 33. Il voit, la palissade est vraiment trop haute pour qu'il puisse voir au-dessus. Et en plein milieu, il voit un trou. Il y a un trou dans la palissade, pas très grand, de la taille du cercle du gobelet. Et quand même, il se dit, il repense à ce secret réservé, il n'a pas le droit, et il n'y tient plus. Et comme il est un peu philosophe, il va faire ce qu'avant lui, aucun psy n'osa. Il s'avance, il s'accroupit et il regarde par le trou, quand soudain... Mais il faut d'abord que je vous raconte... ouais. Pourquoi ces rencontres? Ces rencontres sont nées d'une frustration. Alors, bien évidemment, attendez, parce que m'encouragez pas trop. Sont nées d'une frustration. Alors, évidemment, une frustration du Covid. Et on le voit bien en vous regardant avant que ça commence. C'était surtout la frustration de ne pas se voir. Il y a un plaisir évident de vous voir entre pairs, à échanger sur vous, sur vos postes, vos pratiques. On voit bien qu'on a été en manque de ça. Bien sûr, il y a eu des webinaires, mais rien ne remplace la rencontre en vrai. Mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est que le plaisir de se voir? Pas vraiment, parce que quand on vous interroge, c'est vrai que vous êtes nombreux à évoquer l'intérêt de la convivialité, mais vous dites tous que vous n'en avez pas besoin. Vous avez tous un entourage familial, amical, professionnel pour certains ou autres. Et autant la convivialité est agréable, mais elle n'est pas nécessaire et ce n'est pas forcément ce que vous recherchez. Alors, il doit s'agir de l'écoute. Parce que l'écoute par nature, elle est solitaire. L'écoutant est seul avec la personne qui appelle, que ce soit au téléphone, au chat et par mail. Et pourtant, elle est loin d'être solitaire. Chaque écoutant qui arrive est formé par un bénévole qui est présent là depuis longtemps et qui lui-même a été formé par d'autres bénévoles qui étaient là avant longtemps et jusqu'à très loin. Et cette transmission collective, elle se fait bien sûr au début, mais tout au long de la pratique,
puisqu'elle se transmet dans les groupes de parole qu'on appelle entre nous les partages. Chaque écoutant y amène ce qu'il a travaillé, ce qu'il a chamboulé, ou en tout cas tous les appels qu'il souhaite pouvoir creuser, travailler avec d'autres. Ces échanges sont nourris avec les autres bénévoles, avec aussi le psy. Et puis, au final, ça finit par apporter autant à celui qui a apporté l'appel qu'aux autres qui ont débattu et qui l'ont écouté, et peut-être même au psy. Un jour, il faudra d'ailleurs qu'on se penche sur ce que le partage apporte au psy. Mais ça sera une autre histoire. Et puis, ces échanges vont finir par retranspirer dans les écoutes qui suivent. Et c'est ce cycle permanent qui finit par façonner notre écoute. Et elle ne reste pas dans les postes, puisque ensuite, lors des rencontres, soit en Île-de-France, les congrès organisés par la fédération, les sessions de formation, les échanges se font alors entre postes, et le cycle se construit aussi entre tous les postes de France. Et à son tour, les échanges que nous avons au niveau national redescendent dans les postes, vers les écoutants, et dans les écoutes que vous avez au quotidien par les appelants. Et c'est sans doute là la première frustration de l'écoutant, c'est que l'écoute n'est jamais acquise, jamais. Au sens propre, sa définition même, c'est un travail sans cesse qu'il faut poursuivre, travailler, aussi bien individuellement que collectivement. C'est d'ailleurs, c'est sans doute un signe d'alerte quand on pense qu'on n'en a plus besoin. C'est peut-être qu'on a déjà fait un pas de côté et sans doute un pas ailleurs sur notre pratique. Et puis, c'est peut-être le secret de notre longévité. La durée moyenne d'activité d'un bénévole est entre 2 et 4 ans. C'est une vraie prouesse qu'avec cette rotation, on arrive depuis 60 ans à maintenir cette qualité d'écoute et cette permanence de ce projet. Et c'est sans doute lié, à mon sens, et ça pourra faire l'objet d'un débat une autre fois, mais c'est sans doute l'un des secrets de notre longévité. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que c'est toujours important, et d'autant plus maintenant. Depuis la crise, nos appels ont augmenté de 30%. Et cette hausse n'est pas redescendue. Il y a bien quelque chose de bien profond dans la société. Et non seulement les appels ont augmenté, mais ils sont devenus un peu plus durs, un peu plus denses. Le thème principal avant la Covid, c'était la solitude. Maintenant, ce sont les souffrances psychiques. Et les appelants qui évoquent les pensées suicidaires n'ont jamais été aussi nombreux. Si on ajoute à cela les appels des jeunes, qui avant ne nous appelaient quasiment pas, que l'on avait à travers le chat ou à travers le mail, on voit bien le tableau. Maintenant, ils représentent 17% de nos appels, beaucoup plus que leur représentation dans la société. C'est pour ça qu'on ne peut pas baisser la garde, aussi bien sur notre présence que sur la qualité de l'écoute. Et c'est pour ça que vous avez raison de réclamer à ce qu'on travaille ensemble, d'autant plus maintenant. D'où l'idée de cette journée. Nous allons travailler ensemble avec 2 intervenants, un philosophe, comme je l'ai mentionné au début, et un psychiatre, qui vont nous mettre le pied à l'étrier. Et puis l'après-midi, alors uniquement pour les écoutantes et les écoutants, vous travaillerez en atelier sur ce thème de la frustration. Je voudrais remercier M. Rioux, le doyen de la faculté de médecine Sorbonne Université, et ainsi que les membres du conseil, qui nous ont mis à disposition 7 amphithéâtres et toutes les salles pour les ateliers. Je voudrais remercier Vincent, Rudy et Sébastien, qui nous font l'enregistrement de cette séance et qui vont nous permettre d'avoir une vidéo pour pouvoir revoir ces conférences. Ils sont de la société Wemel, post-production, et je remercie leurs 2 directrices qui ont accepté, Aurélie et Sidonie Wemel. Je voudrais remercier Marie-Odile, infatigable Marie-Odile, et sa commission formation, et surtout le groupe de travail qui a organisé toute cette journée. Et je voudrais citer dans ce groupe de travail Pierre, Abiba, Corinne, Jacques, Michel, et puis bien sûr Anne, qui est toujours très discrète et toujours aussi efficace, et sans qui cette journée n'aurait pas été possible non plus. Mais j'allais oublier, notre psychiatre, il s'approche donc du trou, il tend son œil, et il a à peine le temps de tendre son œil qu'il aperçoit un doigt qui très vite se fiche dans son œil.
il recule de 3-4 pas, il tombe à la renverse et il hurle aussi bien de surprise et de douleur, ne comprenant pas trop ce qui se passe. Il a vraiment mal, hein. Vous rigolez, mais il a vraiment mal. Et à ce moment-là, de l'autre côté de la palissade, il entend 34, 34, 34, 34. Une nouvelle fois encore, travaillons ensemble. Je vous remercie d'être venus et je vous souhaite une très belle journée et de très bonnes rencontres Île-de-France. Merci à vous. J'ai un micro. Merci. Bonjour à tous. Donc, je ne suis pas le philosophe, je ne suis pas non plus le psychiatre. Je suis Jacques-Léon-Émile Écoutant à Paris-Ouest. Ma tâche aujourd'hui est d'animer cette rencontre, de faire circuler la parole. Donc, après les propos de nos deux intervenants, vous pourrez échanger avec eux, aussi bien pour faire des commentaires, pour apporter une contribution ou poser des questions. Donc, je vous dirai les modalités quand nos deux intervenants auront terminé leurs propos. Alors, je vous les présente. À ma droite, donc, Daniel Ramirez, qui est philosophe, docteur en philosophie diplômé de la Sorbonne, avec comme spécialité l'éthique et la philosophie politique. Il est formateur, écrivain, conférencier et anime des débats au travers des cafés et des ciné-philos. Il est également concertiste, diplômé de l'École normale de musique. Il est professeur au CIFF, Centre interdisciplinaire de formation en psychiatrie. Est-ce que c'est ça? Non, CIFP alors. En psychothérapie, oui, c'est ça. Alors, Centre interdisciplinaire de formation en psychothérapie. Il est déjà intervenu à différentes reprises pour SOS Amitié, ainsi que pour la formation Abbé Pierre et Médecins du Monde. Je vous présente notre second intervenant, qui est Jean-Claude Moulin. Jean-Claude Moulin est psychiatre, psychanalyste, médecin-chef d'établissement de l'hôpital de jour de la Fondation L'Élan Retrouvé à Colombes. Il est également thérapeute à la consultation transculturelle du 18e arrondissement à Paris. Il est membre du conseil d'administration de l'Association internationale d'ethnopsychanalyse. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, les présentations sont faites. Je vais tout de suite passer la parole à notre philosophe, donc, qui va vous parler évidemment de la... Je vous rassure, hein, ce ne sera pas... Le philosophe ne va pas parler de frustration et le psychanalyste d'écoute. Les deux vous en parleront, mais chacun à sa façon. Cher Daniel, vous avez la parole. Oui. Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir, effectivement, de voir des gens sans masque, même s'il y a encore qui les portent, pour certaines raisons, sans doute. Et puis de se retrouver et nous voir les visages. Hein. Le philosophe Lévinas a beaucoup parlé du visage, qui était plutôt un symbole pour lui de la vulnérabilité de l'autre, hein, la vulnérabilité d'autrui, qui lui paraissait être la façon dont autrui se montre, se révèle, contrairement à des théories modernes de la philosophie qui nous disent que nous sommes d'abord des individus libres, conscients, intelligents, puissants. En gros, c'est la modernité, c'est l'ère de l'individu. Et cet individu qui est censé être créateur, inventif, puissant, je disais, et puis conquérant, s'est vu confronté à des diverses choses qui ont changé dans le monde social. Et une des choses, c'est la nécessité de s'affirmer
et d'affirmer sa volonté, sa place, gagner sa place, gagner sa vie. Et la liberté, ça coûte en fait. Quand, si on pense à des systèmes archaïques dans lesquels, par exemple, des sociétés de castes, qui peuvent être très dures, mais l'avantage qu'ils ont, si on peut parler d'avantage, c'est que chacun est à sa place, ou tout au moins se conforme à un rôle et à une place. La société moderne nous oblige à prouver qu'on est nécessaire d'une certaine façon, à prouver qu'on est là pour quelque chose. On n'est pas seulement, par exemple, la caste des scribes, on fait son boulot, ou la caste des travailleurs, ou la caste des guerriers. On est là pour faire la guerre quand il y a la guerre, etc. Et puis, un point, c'est tout. L'individu moderne doit gagner sa place et doit prouver qu'il est bon. Ensuite, il y a un processus qui fait que nous sentons que ce que nous avons montré, ce que nous pouvons montrer qu'on est, pour montrer notre valeur et montrer qu'on est nécessaire, qu'on est indispensable, ce n'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant parce que la société, en devenant démocratique, fait que chaque place est aussi convoitée par d'autres. Donc il ne faut pas seulement être nécessaire, mais être le meilleur. Le monde du sport et du spectacle est là aussi pour nous prouver que seuls les meilleurs sont pris en considération. Pensez, il y a la Coupe du Monde aujourd'hui, mais je préfère même pas en parler, mais pensez aux Jeux Olympiques. Quand on a des espoirs, voilà, parce que les compétiteurs sont très forts et puis montrent qu'ils ont gagné des courses préparatoires. Et puis, quand il arrive, les médailles d'or et tout ça, aux prochains Jeux Olympiques ou aux prochains championnats du monde, où, par exemple, les mêmes compétiteurs, il est un tout petit peu moins performant. Et qu'est-ce qu'on entend dans les médias ? Il est plus qu'il était, il a déçu, et puis très très vite, toute l'attention se tourne sur un autre ou une autre qui pourrait avoir la médaille d'or. Et quand ils viennent les cérémonies de premiation, les interviews, tout ça, ça n'est que celui qui a gagné qui compte. Et les autres sont vite oubliés. Et là, nous parlons des très grands champions. Nous parlons des très grands sportifs du plus haut, de haut niveau. Et donc cet élément fait que, même si on est très bon, on est en prise avec la frustration. Parce que même celui qui gagne, il ne gagnera pas toujours, il ne gagnera pas la prochaine fois. Et donc dans cette société, alors là je vous mets un cas un peu exagéré de compétitivité, la plus grande compétitivité c'est dans la compétition sportive effectivement. Mais les sociétés sont basées sur la compétition. Et cette compétition qui fait que seuls les meilleurs seront loués, seront mis en valeur, seront mis au centre, seront interviewés, ils seront dans les médias. Et pourquoi ça serait important ? Pourquoi on ne ferait pas tout simplement son travail et on garderait sa place et on serait confortablement à une place ? Parce que justement, je vais commencer à dire que dans la modernité, toutes les places sont d'une certaine façon échangeables, interchangeables, et on ne peut pas assurer qu'on sera là l'année prochaine, pour ainsi dire. Dans le monde du travail, parce que là je vous parle des choses qui sont peut-être pas très normales, enfin les compétitions de haut niveau, mais dans le monde du travail, quelque chose qui était censé assurer la vie syndicale, par exemple, c'était le fait que les gens faisaient une carrière dans une entreprise. Et on était ouvrier et on avait sa place. Et puis, parfois, il y avait des choses dures. Donc, on faisait la grève et on obtenait quelque chose d'assez visible
où on perdait, mais on pouvait l'année prochaine recommencer cette lutte. C'est-à-dire que la vie ouvrière ou la vie des employés, elle était aussi sujette à certains schémas qui faisaient que c'était plus ou moins clair. On n'est pas riche, mais on est ouvrier, par exemple, les travailleurs de mine, ils avaient toute une fierté par rapport à la mine. Et c'était un milieu et un lieu qui donnait du sens. On est travailleur de mine et puis on est fier de l'être, et même de génération en génération. Tout ce monde a disparu. Aujourd'hui, chacun doit lutter pour avoir sa place, avoir une place. C'est pour ça que quelqu'un, je ne me souviens pas qui, mais un peu malicieusement dit on est passé de la lutte des classes à la lutte des places. Et cette lutte des places, elle n'a pas de règles, comme par exemple c'était le monde du syndicalisme. Ou alors le monde politique, les partis politiques, la révolution, le mythe du révolutionnaire. On allait changer le monde puis avoir un monde plus juste. Est-ce que c'est cette menace constante qui fait qu'on arrive à une lutte pour la vie? On a cette sensation qu'une pression terrible pèse sur nos épaules, une lutte acharnée pour la vie qui est une déformation terrible du darwinisme. La théorie de Darwin est beaucoup plus sophistiquée et d'ailleurs d'autres chercheurs ont trouvé que dans la vie, dans le monde biologique, dans les écosystèmes, il y a autant ou parfois plus, ça dépend des versions, des collaborations entre les organismes et les espèces que des compétitions. Et cette fameuse lutte pour la vie acharnée dans laquelle survivent seulement les plus aptes, et qu'est-ce que c'est que les plus aptes? C'est les plus adaptables, hein, c'est ceux qui vont s'adapter au changement, par exemple climatique ou des écosystèmes, de sécheresse. Eh bien, transposé au monde humain, ça donne quelque chose d'extrêmement indigeste, c'est-à-dire qu'il faut être adaptable, il faut être performant, et il faut pouvoir être à l'affût des changements lorsqu'ils vont survenir pour ne pas rater le train. Il s'est créé au fur et à mesure des années l'assentiment qu'à chaque fois on rate un train. Et on rate par exemple le train de la technologie. Voilà. Alors c'est vrai, on apprend à utiliser l'ordinateur, on apprend à utiliser le téléphone portable. Et après, il faut être dans les réseaux sociaux. Finalement, on rentre dans un réseau social, Twitter ou Facebook, et au bout de quelques années, on se rend compte que les jeunes n'y sont plus. Maintenant, c'est Instagram, et puis on va faire un effort, on rentre sur Instagram, on apprend à utiliser, parce que c'est des outils de communication, finalement. Dans un monde professionnel, supposons que quelqu'un est dans le monde de la publicité ou dans le monde des affaires ou dans le commerce, eh bien, il faut apprendre à utiliser ça. Une fois qu'on a appris à utiliser ça, on apprend que les jeunes n'y sont plus, ils sont sur TikTok. Donc, il faut. Donc, en fait, c'est cette sorte de frustration permanente ou des sensations d'avoir raté le train. Il y a un très grand philosophe actuel, Hartmut Rosa, qui est donc de l'Institut de Francfort, qui a commis un livre qui s'appelle Accélération, un gros traité de l'accélération. Alors, quelle accélération? Alors, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier, hein, parce qu'en France, il y avait Paul Virilio qui avait parlé de la vitesse surtout. L'accélération, et l'accélération étant évidemment un phénomène qui a à voir avec la vitesse. Et cette accélération, pour revenir à Hartmut Rosa, qui est au moins de 3 niveaux, il montre que... je ne vais pas demander, mais combien de temps là, hein? Une demi-heure, d'accord. Et je commençais, ça fait combien? Hein? Oui, pour ne pas être soumis au phénomène du petit trou dans le mur. Hein. Parce qu'après,
on va être frustré. D'abord, l'accélération est quelque chose que certains historiens avaient observé. L'histoire s'accélère. Mais on peut aussi dire, on a toujours dit ça, hein, oh, le monde va de plus en plus vite. Mais la vérité, c'est qu'on a toujours dit ça. Et ce qui change un peu dans la modernité pour Rosa, c'est qu'il y a quand même des accélérations objectives. Par exemple, les changements politiques, un changement de régime. Il advenait tous les 2 ans, 2 siècles ou quelque chose comme ça. Pensons par exemple à tout le temps qui s'est passé depuis la Révolution française jusqu'au moment où les femmes ont eu le droit de vote. C'est quand même bien plus d'1 siècle, même s'il y a eu des moments où des choses avaient avancé. Et alors, ces mêmes changements ont lieu seulement à quelques décennies d'intervalle pendant le XXe siècle. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont lieu tout le temps. Deuxième accélération qui est évidente, c'est ces 2 changements sociétaux, c'est-à-dire des changements de mœurs. Et les changements de mœurs vont de plus en plus vite ou alors ils vont dans des choses beaucoup plus profondes. Pensons à l'apparition soudaine ou même pas attendue de la question du genre, qui fait que, par exemple, aussi, il y a des façons de parler qui changent, où il faut s'adapter. Il y a très vite, on commence à voir, lorsqu'il fallait cocher homme ou femme, non binaire ou non défini, ou autre. Parfois, on met autre. Il y a, dans certains endroits aux États-Unis, on fait une liste. On fait la liste trans, bi, gay, lesbienne, queer ou autre. Puis cette liste, qui d'ailleurs est un LGBTQ+, qui est une sorte de dénomination, il faut toujours que considère autre à la fin, ou le plus, puisque on est censé ne pas couvrir tout le domaine de l'inventivité, effectivement, et des changements de mœurs sociétaux qui vont extrêmement vite. Les troisièmes changements, on en a déjà parlé, mais c'est à cela qu'on associe toujours le changement, c'est la technologie et notamment le monde communicationnel, qui est touché par l'apparition, non pas seulement d'appareils ou de systèmes, mais aussi des façons de penser. Dans les années 70, même à la fin des années 60, un théoricien de communication, Marshall McLuhan, avait produit une série d'études sur comment le monde change avec l'apparition de la télévision et des médias électriques, disait-lui. C'est vrai, c'est un langage complètement oublié. En fait, la grande thématique de ces études était le fait que la télévision, qui transmettait en direct, disait-on, des événements, par exemple en Australie, supposons les grands événements sportifs ou le couronnement des rois ou le mariage princier, il était possible de les voir partout. En réalité, ce qui a changé radicalement, c'était l'atterrissage de l'homme sur la Lune en 1969, qui a été vu à peu près par tous les pays du monde où il y avait la télévision ou transmis. Par la suite, aujourd'hui, on ne parle même plus en direct, on dit en temps réel. C'est qui n'est qu'un changement de mots pour dire la même chose. Mais on a l'impression que ces médias et ces façons de communiquer ont changé tout le temps, et jusqu'au que, par exemple, dans la science-fiction, il était considéré comme quelque chose d'absolument futuriste, le fait d'avoir des téléphones où on voyait l'image. Aujourd'hui, il est parfaitement banal. En réalité, la science-fiction se trompe toujours, et c'est étrange parce que, par exemple, Stanley Kubrick avait prévu pour l'an 2001, l'Odyssée de l'espace prévoyait un voyage sur Jupiter.
Vous voyez qu'on est très très loin. On est très loin d'aller sur Mars. Et d'ailleurs, on ne voit pas très bien pourquoi on irait sur Mars, mais ça, c'est une autre question. Donc, tout ceci pour parler d'accélération, des accélérations qui arrivent dans des domaines où on n'y pensait pas, en réalité. On pensait à d'autres choses, par exemple, à ces histoires de voyage dans l'espace. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'espace humain lui-même est transformé de façon un peu pernicieuse, sans que l'on sache pourquoi, par des phénomènes comme ceux de réseaux sociaux ou la téléphonie permanente, en réalité, ou omniprésente. Personne dans les années 1980, par exemple, aurait imaginé, ou s'il était, par exemple, si les voyages dans le temps existaient et qu'ils seraient transportés aujourd'hui dans une rue de Paris, il ne comprendrait pas du tout pourquoi les gens ne marchent pas dans la rue ou n'y sont pas dans le métro comme il était avant. Ils sont tous la tête penchée sur une main qui contient une petite tablette et ils marchent comme ça dans les rues. Ou alors ils parlent seuls. Ils parlent tout seuls. Mais qu'est-ce qui est arrivé au monde? C'est plus la même espèce humaine. Et serait totalement absolument incompréhensible. Bon, on peut lui l'expliquer, c'est un appareil de communication, c'est un téléphone portable, c'est comme les téléphones, mais il est portable. Oui, mais pourquoi on marche en le regardant? Un téléphone, on y parle, on parle dedans, etc. On dirait non, mais c'est parce que c'est pas un téléphone seulement, c'est une espèce d'ordinateur où les gens sont sur des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, des clubs, vous direz-vous. Bon, c'est presque comme ça, mais c'est virtuel. Alors, tous ces changements ont eu lieu dans la vie de la majorité des gens qui sont là. Ah, vous voyez, des gens qui n'étaient pas nés avant qu'existe le téléphone portable. C'est possible. Ouais. Mais tous ces changements ont eu lieu dans la vie de la majorité des gens qui sont dans cette salle. Et ça, ce sont que de portée générale de l'accélération. Il y a un autre problème, c'est que notre société est censée être une société de liberté. Et la liberté implique pas seulement le fait de pouvoir faire des choses qui étaient interdites. Par exemple, si on lit Freud, voilà, on aura un psychanalyste pour nous expliquer que la frustration est le fait de ne pas pouvoir réaliser un désir ou une pulsion ou un instinct. Et cela crée une sorte d'inconfort qui est véhicule, en réalité, de tout ce qu'on va faire par la suite. C'est aussi la raison pour laquelle nous construisons des sociétés, nous faisons des œuvres d'art, nous faisons de la recherche scientifique, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas resté au stade enfantin, au stade du principe du plaisir. Donc, il faudrait nous expliquer que la frustration véhicule les principes des réalités. Nous ne pouvons pas être un bébé toute la vie qui demande et qui obtient le sein. Et donc, en fait, cette frustration est source de vie sociale, de construction, d'intelligence. Mais le problème, c'est que ça, c'est vu par une société dans laquelle il y avait beaucoup d'interdits. C'est une société des interdits. Aujourd'hui, où il n'a pas été complètement interdit d'interdire, mais l'idée de jouir sans entrave, quand même, a fait son chemin. Et on est censé se procurer autant d'objets de plaisir qu'ils surgissent de jour en jour de nouveau. Et on a appelé ça la société de consommation. En réalité, le nom est bon parce que on pourrait aussi dire là où tout se consume dans le sens où s'épuisent. Les choses s'épuisent en les acquérant. L'intérêt est vite porté sur une autre chose. Et du coup, il faut pouvoir être dans cette course permanente, dans cette fuite en avant, d'acquérir ou de posséder ou de pratiquer ou de s'inscrire ou de faire partie. Par exemple, un nouveau réseau social.
et faire partie de quelque chose, et très vite il faudra en faire partie d'une autre. Et dans chacune de ces instances, il faudra faire son chemin, être bon, être les meilleurs, apparaître et avoir de likes ou des amis ou de réactions, être plus vu. Dans une société où il faut en permanence être vu et être plus vu que les autres, et on est en face, en réalité, à une société de frustration permanente et omniprésente. En fait, on a créé la société de la frustration permanente. La frustration n'est plus source des constructions, pas le principe des réalités qui nous force à faire de la recherche scientifique ou de la création artistique ou construire des choses incroyables qu'on a fait. C'est une société qui cherche, dans laquelle l'individu est obligé de chercher des petites choses, et chaque jour il y aura une autre petite chose, donc il faut avoir un pouvoir d'achat. Et c'est le mot le plus entendu dans la vie politique depuis déjà presque un an. Avant, c'était effectivement la pandémie. Mais quand tout ce qui est le pouvoir, vous savez, dans les études politiques, le pouvoir est l'objet le plus important. Avoir le pouvoir. Cette quête du pouvoir, qu'est-ce qu'est le pouvoir? D'abord, c'est pouvoir faire. Pouvoir faire, et le pouvoir faire nous prouve qu'on est actif. Mais dans la société actuelle, il ne suffit pas d'être actif, il faut être hyperactif. C'est des sociétés de l'agitation. Il faut avoir une activité après le travail, une activité avant de s'endormir, et il faut avoir le temps d'avoir vu la série Netflix, parce que sinon de quoi on va parler à l'heure du déjeuner, et il faut avoir le temps de pratiquer un hobby, et être bon, et avoir appris des tas de petites techniques dans des tutoriels, parce que le savoir est aussi accessible à tout le monde. Donc comment ça se fait que tu n'es plus capable de faire ça ou n'es pas capable de ceci ou de cela? Donc en fait, et lorsque vous avez des appels et des gens, voilà, si d'une certaine façon le thème de la solitude, qui n'est pas du tout disparu évidemment, et peut-être remplacé par une sorte de souffrance sociale, moi je dirais que c'est effectivement la société de la frustration qui, d'une façon sournoise, agit sur chaque personne. Il faut prouver qu'on est non pas seulement rentable, mais qu'on a du rendement. Il y a un philosophe coréen qui est assez populaire, je n'aime pas trop, mais il a écrit un livre qui s'appelle « La société de la fatigue ». Et c'est assez bien trouvé. C'est une société où tout le monde est fatigué. Mais pourquoi il est fatigué? Parce qu'il est hyperactif. Et cette fatigue permanente, pourquoi? Parce que c'est la société du rendement. Il faut être très, très performant. Voilà, c'est le mot qu'on utilise. Il faut être performant. Il faut être dans une sorte de compétition permanente pour prouver qu'on est le plus performant. Et en même temps, pour se donner tous ces petits plaisirs. Alors, d'où est-ce qu'ils sortent, ce petit plaisir? Ils sortent de désir qui est produit par la même société, qui a besoin, comme tout le monde sait, de la croissance. Donc, une société de croissance dans laquelle il faut qu'il y ait de plus en plus d'activités économiques, d'activités de services, des échanges. Et en même temps, tous ces échanges se virtualisent. Donc, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'échanges dans lesquels on ne voit pas des gens. On fait beaucoup d'achats dans lesquels on ne va pas dans un magasin acheter quelque chose, où on va dire bonjour au vendeur ou à la vendeuse, et on aura un échange, où on commentera la marchandise, ah ben, ils sont belles, vos tomates, etc. Non, ça s'est fait par des clics. Et quand vous appelez parce que vous avez un problème, vous avez des robots, et vous avez des systèmes, vous avez des dispositifs qui vont vous envoyer dans des canevas de questions et des réponses où vous n'arrivez jamais à savoir pourquoi
derrière les murs, on dit 33. Et vous avez, si vous voulez obtenir la réponse, immédiatement, cliquez 1. Et 1, ça implique, vous avez un problème qui a à voir avec un système déjà acquis ou un système pour acquérir. Et il va falloir cliquer. C'est-à-dire que ce système-là de renvoi ne vous dit jamais pourquoi on dit 33 de l'autre côté du mur. Donc c'est une société de la frustration, c'est une société du manque. Mais comment ça s'est fait? Puisque c'est l'abondance, c'est la technologie, ce sont des sociétés riches, les nôtres. Et il y en a d'autres qui ne sont pas riches. Je voyage beaucoup en Amérique latine, et puis je vois que des sociétés qui n'ont pas une abondance comme la nôtre, en réalité, ils sont soumises à la même loi, pour ainsi dire. D'ailleurs, tout le monde acquiert les mêmes petits objets dans lesquels on marche en regardant dans la rue ou en parlant tout seul. Ça, c'est pas hors de portée de personne, sauf effectivement grande misère. Donc en fait, ils sont soumis aux mêmes choses et on voudrait changer le monde. Il y a des gens qui le veulent toujours, mais on n'y arrive jamais. On voit aussi quelque chose qu'on pourrait appeler la frustration politique ou la frustration du politique, c'est-à-dire qu'on s'engage, mais on n'y obtient rien. Et il y a des gens qui ont parlé d'une frustration collective nationale lorsque Donald Trump était président des États-Unis. Beaucoup d'Américains, peut-être la moitié ou un peu plus de la moitié, parce que pour l'étrange système électoral, se sentaient frustrés collectivement. Et par la suite, il y a des grands espoirs. Ça change, il n'est plus président, mais rien n'a changé. Et cette sensation, dès que beaucoup d'espoirs sont mis sur quelque chose, mais quand cela arrive, en réalité, rien ne change. Et donc, encore une fois, société de la frustration. Tout va de plus en plus vite, tout change de plus en plus vite, mais en réalité, rien ne change. Donc, ça paraît le monde à l'envers, une sensation d'absurde, un absurde qu'on n'arrive pas à saisir. Mais pourquoi c'est si absurde ? On pourrait dire que les gens s'ennuient, que c'est un monde d'ennui. Mais qu'est-ce que l'ennui ? C'est quand rien de la réalité n'est suffisamment puissant pour capter vraiment l'attention, susciter un désir profond qui engage la totalité de l'être. Ce sont des petits désirs qui vont porter sur un peu d'attention et quand ce sera fait, ou ce sera obtenu, ou ce sera passé, rien ne changera. Donc du coup, même des très grandes choses qu'on croyait oubliées, enfin qu'on croyait exclues de notre monde, comme la guerre, eh bien on n'est pas arrivé à l'éviter, cette guerre. Tout le monde s'est agité, tout le monde dit beaucoup de choses, mais la guerre qui était parfaitement prévue et prévisible. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont vantés de l'avoir prévu. Mais mon gars, tu l'as prévu, qu'est-ce que tu es malin, qu'est-ce qu'ils sont forts, tes services secrets, parce qu'ils avaient prévu même la date. Mais tu n'as pas pu l'empêcher. Donc, en fait, c'est encore un coup pour rien. Le monde est très connecté, hyper connecté, et on n'arrive pas à arrêter une guerre qui de plus, elle est prévue et programmée, et on connaît la date. Donc, voilà la frustration aussi du citoyen que nous sommes, des gens responsables que nous sommes. Alors, vous me direz, les gens qui appellent, ils ne sont pas frustrés parce qu'ils n'ont pas pu empêcher la guerre, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas faire un monde plus juste. Ce sont des gens qui sont seuls, qui sont frustrés, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais c'est le même problème. Ces gens sont dans le même monde. Et ce monde de solitude dans lequel on essaye de compenser par des réseaux sociaux et par une vie frénétique. Et évidemment, on ne compense rien du tout, parce que rien de profond ne se joue dans le fait d'obtenir 45 plus d'amis sur un réseau social ou 45 000 likes. Ça, en réalité, ça ne change rien.
Donc, la thématique d'aujourd'hui est bien trouvée. Je trouve qu'on est toujours un peu en deçà de la compréhension des choses si nous n'assumons pas qu'en réalité, c'est une société de la frustration. C'est une société de la frustration permanente. Et lorsque tous vos actes dans la vie ne conduisent jamais à une satisfaction réelle et profonde, alors c'est la vie elle-même qui commence à être décevante. La frustration, pour terminer, n'est pas exactement une émotion, c'est un sentiment. Et c'est un sentiment comme la déception. Par exemple, la déception n'est pas exactement une émotion. Qu'est-ce qu'un sentiment? Un sentiment est un mélange d'émotions. Il y a la tristesse, il y a une certaine souffrance, et il y a aussi des pensées. Il y a une pensée. Je définis les sentiments comme un mélange d'émotions et des pensées. Et la frustration est le sentiment qui contient un peu de tristesse. Selon Spinoza, c'était une passion triste. Et c'est un peu plus forte que la déception, qui est plus dans l'émotion. La frustration et les sentiments d'être empêché, ou de ne pas posséder, ou de ne pas avoir, ou de ne pas jouir, ou de ne pas être où on devrait être, ou ne pas avoir assez de ce qu'on devrait avoir, et de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire, et ne pas bouger autant qu'on voudrait bouger, ne pas voyager autant qu'on voudrait voyager, ne pas avoir le temps pour regarder autant de séries ou de films qu'on voudrait, ni de lire autant de livres qu'on pourrait. On dirait les gens ne lisent plus de livres, ce qui est un peu vrai, mais cette sensation d'être toujours en deçà de ce qu'on attend de moi. Mais qui attend rien de moi? Personne. Parce que personne n'attend rien de moi. C'est moi qui attends beaucoup de choses. Parce qu'on m'a dit que tu dois prouver que tu es le meilleur, que tu es bon, que tu es fort, que tu es apte, que tu es rentable et que ton rendement est très fort, que tu es performant. Donc en réalité, cette auto-exigence, on n'est plus au prolétariat contre la bourgeoisie, on est l'exploitateur de soi-même. Donc, finalement, cette société d'hyper-exploitation et d'hyper-rendement rend des gens frustrés, mais pas seulement par toutes ces petites choses, mais frustrés par leur vie même, ce qui est la chose la plus grave et la plus dure. Merci de votre attention. Je vais dépasser un peu les 5 minutes. Alors, cher Jean-Claude Moulin, la parole est à vous. Normalement, il marche. Bonjour à tous. J'ai été particulièrement sensible, vous le comprendrez, à l'histoire de ce malheureux psychiatre. Je tenterai de ne pas être le 35e. Ma curiosité m'ayant fait me pencher sur le thème que vous avez choisi, donc écoute et frustration. Un appel. Il a besoin de parler. Il évoque une relation avec une femme. Il n'a pas pris de nouvelles de celle-ci. Il n'en a plus. Il n'a pas cherché à en prendre, il se sent coupable. Il évoque alors le souvenir d'une autre personne désormais décédée et enchaîne sur la mort de son animal de compagnie. Il était important pour lui, il était malade. Le vétérinaire avait évoqué la possibilité de l'euthanasier, mais il s'y était refusé. Un jour, l'animal avait disparu. Pour lui, il était parti pour ne plus revenir. Il imaginait qu'il avait préféré mourir seul quelque part. Écoutant cet homme, ses associations et son sentiment de culpabilité, des questions me venaient à l'esprit, comme par exemple, qu'est-ce qui vous empêche de prendre des nouvelles de cette personne? Une question que l'écoutante n'a bien sûr pas posée. Là était ma frustration. Autre appel, elle ne se sent pas bien. Elle a un enfant malade dont elle s'occupe, c'est difficile. La voix est hésitante, oppressée. Elle dit alors qu'elle a du mal à parler, se racle la gorge, essaye encore, puis, plus rien, elle a raccroché. L'écoutante et moi, nous nous regardons. Dans le peu qui a été échangé, y a-t-il eu quelque chose, un propos, qui aurait pu provoquer la rupture? Non. Là se loge aussi un sentiment de frustration. Dernier appel. Il appelle pour remercier.
Il va désormais mieux grâce à l'aide que lui a apportée SOS Amitié. Juste cela, rien d'autre. L'écoutante le remercie. Le combiné raccroché, j'apprends que de tels appels sont rares. Et me vient une idée. Est-il possible de passer le message aux écoutants que quelqu'un a appelé pour dire sa satisfaction ? Et en parlant ici, quel est mon désir, n'est-ce pas celui-ci ? Que l'écoutant ou l'écoutante qui a aidé cet homme le sache, mais l'anonymat de l'appelant et de l'écoutant, le fait que l'appel soit national ne le permet pas, je suis frustré. Je voulais débuter mon propos par quelques exemples de la frustration que j'ai ressentie lors de cette double écoute à laquelle j'ai été convié en octobre dernier par Marie-Odile Bourrois au Centre Paris-Nord de SOS Amitié. Je tiens d'ailleurs ici à la remercier de son accueil. Expérience que je pense vous devez vivre, vous les écoutants, dans votre pratique. Mais de quoi s'agit-il ? La frustration est, selon le Larousse, en premier lieu, l'action de frustrer quelqu'un d'un bien, d'un avantage, mais aussi l'état d'une personne empêchée d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Il s'agirait de la souffrance éprouvée de ne pas être justement récompensé de ses mérites, de son investissement par exemple. La frustration met le sujet dans l'attente de la réalisation de quelque chose qui ne se fera pas. Elle est le témoin d'un conflit intérieur qui peut susciter impatience, mécontentement, déception, parfois colère ou tristesse. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut reprendre les spécificités et les limites de ce qu'est l'écoute téléphonique. Et pour cela, je m'appuierai sur les propos de Denis Vasse et de Julie Gonzalez. Denis Vasse, dans un numéro de SOS Amitié, suite à un congrès qui avait eu lieu à Dijon, Écoute et sexualité, et la seconde dans l'ouvrage « La clinique du bout du fil » qu'elle a publié avec Aurélie Capobianco. Le téléphone ne tient pas compte des limites que sont celles de l'espace, du temps et du corps. Le téléphone permet que la voix que quelqu'un soit là où il n'est pas, que sa voix soit entendue alors qu'il peut être à proximité ou éloigné. Vous appelez un ami qui se trouve dans un pays lointain. Vous êtes saisi, troublé même, de la qualité de la communication, ce que vous allez exprimer par « c'est incroyable, j'ai l'impression que tu es à côté de moi ». J'ai l'impression. Quand nous nous téléphonons, nous nous projetons de manière imaginaire dans un espace autre, permettant la mise à proximité de ce qui est lointain sans la mise en action du corps qui viendrait marquer la notion d'espace. Dans un autre appel, lors de la double écoute que j'ai évoquée, un homme parle de son désarroi. Rien ne va, nous ne pouvons rien pour lui si ce n'est l'écouter. Et puis il enchaîne, de toute façon, dans le village où je suis surpris de cette précision, car mon imaginaire, sans doute nourri de son désarroi, m'avait fait penser qu'il était là, près de nous, dans Paris ou en proche banlieue, alors qu'il en était bien plus éloigné. Le téléphone fait de celui qui appelle une voix et de celui qui écoute une oreille, dit Denis Vasse. J'ajouterai, et réciproquement, sans tenir compte du corps et de sa situation dans l'espace. C'est une parole qui surgit, sans rencontre physique de l'autre et sans regard. Il y a l'appelant, l'écoutant, mais il y a deux non-regardants. Je me trouve dans un hall de gare où je dois retrouver celui avec qui je dois prendre un train. Je l'appelle. « Où es-tu » Il me donne une indication qui me permet d'avancer. Nous nous donnons de nouvelles informations jusqu'au moment où j'entends « Je te vois ». Je le cherche du regard, le vois, et j'éprouve un sentiment bizarre à voir cet autre au téléphone me parlant, et moi le voyant et lui parlant, me faisant désormais ressentir l'étrangeté de ce téléphone. Nous raccrochons, la rencontre va avoir physiquement lieu. Cet espace, cet ailleurs, n'est ni le lieu d'où l'on parle, ni celui d'où l'on écoute. C'est un lieu imaginaire où se déploient les fantasmes de l'appelant et de l'écoutant et qui vont imprégner inconsciemment leur échange. Julie Gonzalez fait l'hypothèse d'un lien entre le dispositif téléphonique et l'ère intermédiaire d'expérience soutenue par Winnicott,
pour qui elle est une zone entre la réalité extérieure et la réalité intérieure. Vous savez, Donald Winnicott, ce pédiatre et psychanalyste, alors qui a beaucoup travaillé sur les interactions entre un sujet et son entourage, le bébé et sa mère, qui a développé l'espace transitionnel et surtout ce qui est très connu, c'est l'objet transitionnel, le fameux doudou. Qu'en est-il des limites du temps dans l'écoute téléphonique ? Le téléphone souvent ne tient pas compte de cette dimension du temps, précipitant la réponse dans l'urgence. Cette notion d'urgence, elle me paraît importante à interroger. On ne parlera bien sûr pas de l'urgence médicale. L'urgence est liée à l'immédiateté de ce que permet le téléphone. Dans l'imaginaire de l'appelant, l'écoutant est là, toujours disponible, il suffit de faire le numéro. Un de mes patients qui a recours à vos services me disait que parfois ça décrochait pas vite, pas assez vite, ce qui lui déplaisait. M'en étonnant, il me répondit « Mais dans SOS Amitié, il y a bien quand même SOS. » L'autre doit être là et aider maintenant, tout de suite. Dans ma pratique de psychiatre, j'ai pris l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'urgence que rarement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille ne pas s'occuper de la personne qui vient vous faire part de sa souffrance. Ayant travaillé dans un centre médico-psychologique, je voyais parfois arriver des personnes en détresse venant avec un sac ou une valise, exprimant une demande à satisfaire immédiatement, être hospitalisé. L'entretien fait avec un infirmier ou une infirmière montrait une situation bloquée où nous avions le sentiment de ne pouvoir que répondre de suite à la demande initiale. Je proposais alors à la personne de marquer une pause, de retourner quelques instants dans la salle d'attente, lui proposant une boisson. L'idée était que les uns et les autres, nous puissions un peu réfléchir à ce qui venait de se dire. Reprenant l'entretien, dans de nombreux cas, parfois de ceux qui nous paraissaient les plus inextricables, c'était le patient lui-même qui avait trouvé, durant ce moment de réflexion, une autre solution à sa demande initiale. Pour l'appel téléphonique écrit de Nivas, l'urgence dans le domaine de la relation des sujets est souvent une ruse de l'inconscient pour lequel le temps et l'espace n'existent pas. L'urgence est négation du temps, elle est le symptôme de l'envie, de la pulsion, non du désir. Le sentiment d'urgence tient à une anticipation imaginaire de ce qui va arriver et va donc empêcher d'intervenir de manière adaptée. J'ai bien conscience que c'est plus facile à dire qu'à vivre, car l'urgence joue avec notre propre angoisse. Répondre au sentiment d'urgence pour le désamorcer, c'est ne pas être pris par la culpabilité à ne pas pouvoir agir, c'est donc accepter d'être frustré. Si le téléphone a un côté magique, dit Julie Gonzalez, il ne fait pas de l'écoutant un magicien. Le téléphone provoque donc un court-circuit du temps, de l'espace et des corps. Comme les lieux virtuels de communication, le téléphone accorde l'illusion de la liberté, affranchie de la réalité et de l'engagement. L'appelant se sent complètement libre de se livrer, cette relation n'engageant à rien d'autre. Dans le fantasme de l'appelant, l'écoutant est là, derrière son téléphone, attendant son appel, disponible pour lui. Cela évoque la relation du bébé et de sa mère. Winnicott dit que le sein est pour ainsi dire sous le contrôle magique de l'enfant. Nous disons que l'enfant a l'illusion qu'il a créé le sein. Cette illusion va devoir être déconstruite par la mère de manière progressive. Winnicott parle de mère suffisamment bonne, au sens analytique, cette mère qui peu à peu va laisser son enfant faire l'expérience de la frustration. Ce qui ne veut pas dire ne pas lui donner le sein, on est d'accord. Une adaptation incomplète aux besoins rend les objets réels, dit-il. Le dispositif téléphonique ne permet pas ou très peu ce travail de désillusion, puisqu'il repose de fait, comme nous l'avons vu, sur une illusion, dit Julie Gonzalez. Le dispositif, la disponibilité de l'écoutant, la notion d'urgence, l'anonymat amenant l'appelant à ne pas être désillusionné peut le mettre dans une position de toute puissance. La particularité de l'écoute fait que l'appelant peut à tout moment interrompre la communication en raccrochant,
ce qui n'est pas possible dans la vie réelle. Nous ne pouvons pas disparaître par magie. Le téléphone donne cette possibilité, s'échapper de la relation à l'autre et à la parole. Il n'est pas toujours facile de se déprendre des fantasmes et pulsions que l'écoute téléphonique suscite. Nous voyons donc comment l'écoute téléphonique peut susciter de frustration du côté de l'écoutant. Par ailleurs, la charte de SOS Amitié donne les indications spécifiques de la proposition qui s'origine de la pensée de Carl Rogers, psychologue américain. Il s'agit d'une écoute, je cite, centrée sur la personne, attentive et sans idée préconçue, dont la caractéristique de non-directivité est essentielle. L'anonymat, de part et d'autre, doit être respecté, ainsi que le confidentiel des propos tenus. L'objectif de l'écoute est de desserrer l'angoisse, clarifier la situation de l'appelant et lui permettre de retrouver sa propre initiative. Il y a une disponibilité permanente, 24 heures sur 24 et toute l'année. Dans un article de la revue SOS Amitié de janvier 2008, Rémi Rousseau dit de la personne qui appelle qu'elle demeure une énigme, car nous ne savons rien d'elle et que nous n'en saurons pas beaucoup plus à la fin de l'appel. De la personne en tant que telle, nous ne savons pas grand-chose. Il insiste sur le fait qu'elle doit rester une énigme. Bien sûr, ne pas anticiper la personne, ne pas penser à sa place, mais plus compliqué, me semble-t-il, ne pas la penser tout court, sinon en tant qu'autre. Point qui me paraît plus problématique et possiblement sujet à discussion, car cela nécessiterait que nous mettions en veille la force de notre imaginaire. Vous avez pu constater à quel point jusque-là celui-ci est à l'œuvre. Il ajoute, le but étant de ne pas enfermer la personne dans nos propres schémas, nos idées, nos solutions, notre attente. Vous constaterez que la particularité des objectifs de SOS Amitié, et je n'en fais qu'un constat, je ne porte pas de jugement, va susciter aussi de potentielles frustrations. Dans le cadre d'une relation duel, en face à face, le thérapeute mène l'entretien. Il laisse parler celui qui est venu, lui pose des questions, scandant, rythmant son propos, et s'il pense la personne à même de l'entendre, lui livrera une interprétation. Dans ce dispositif intervient le regard et les attitudes, réactions corporelles, mimiques, qui seront susceptibles d'interprétation de part et d'autre. Dans le cadre de l'analyse, le dispositif est différent. L'analysant ne voit pas son analyste le temps de la séance et se trouve dans une position allongée, favorisant le plus possible l'association libre. Pouvoir dire tout ce qui nous vient à l'esprit à l'instant présent, ces pensées se reliant peu à peu, exprimant les contenus inconscients qu'elles représentent. Dans le cadre de l'appel téléphonique, c'est l'appelant qui a la main. C'est lui qui va mener l'entretien et l'écoutant suit le fil de son discours comme le ruisseau suit son lit. Comme je le disais précédemment, l'appelant peut mettre un terme à l'échange en raccrochant à tout moment. Sacré sentiment de pouvoir, sacré sentiment de frustration pour l'écoutant. Revenons à la frustration. Elle est l'irritation psychologique de ne pas être à la hauteur de ses désirs, conscients ou inconscients. Nous sommes tous des êtres fondamentalement désirants. Parmi tous nos désirs, il y a ceux issus de nos besoins affectifs, aimer, être aimé, protéger, être protégé. Cet homme qui évoque cette femme dont il n'a plus de nouvelles, ce qu'il a sans doute en tête plus ou moins consciemment, ses associations, je parle en tant que psy, qui lui fait associer à cette inquiétude le récit de son animal de compagnie parti se cacher pour mourir, ce que moi j'en entends, ce que j'en ai entendu, m'amène à m'interroger, comme je le disais par exemple par un « qu'est-ce qui vous empêche de prendre des nouvelles de cette personne ?» Qu'ai-je en tête à ce moment-là? La crainte que cette femme soit décédée, et refusant cette possibilité, cette possible issue, le désir d'un bel happy end, ils retrouvent cette femme et ont plaisir à échanger ensemble. L'impossibilité à répondre à mon désir suscite chez moi de la frustration et un sentiment d'impuissance. Pour Freud, la frustration, qui fait partie de la vie, trouve toute son utilité à l'épanouissement de l'individu. Elle est pour celui-ci un concept fondamental de cette méthode d'investigation qu'est la psychanalyse. Freud emploie le terme de Versagung.
Je ne suis pas un grand germaniste, mais il s'agit d'un substantif du verbe versagen, constitué du préfixe ver, dont le sens premier est le changement de direction, la falsification, le retournement son contraire, mais qui signifie aussi l'accomplissement d'une action. Et sagen signifiant dire, commander, signifier. Claire Christian-Prouet précise que lorsqu'il s'agit du verbe transitif, la signification se situe dans l'ordre de la parole, de l'autorisation, refuser, ne pas accorder. Dans l'usage intransitif, la signification se situe dans l'ordre d'un ratage réel par rapport à quelque chose que l'on est en droit d'attendre. Manquer, céder, rester en panne ou ne pas remplir sa tâche. Le terme de frustration paraît signifier que le sujet est frustré passivement, tandis que versagen ne désigne nullement qui refuse. Dans certains cas, le sens réfléchi de se refuser à, déclarer forfait, semble prévalent. Freud donne au terme de Versagung la signification d'absence de satisfaction, d'insatisfaction. Elle concerne les pulsions sexuelles ou agressives, elle est mise en relation avec l'origine des névroses et avec le refoulement. Il ressort des textes de Freud que dans la frustration, c'est selon lui moins le manque d'un objet réel qui est en jeu que la réponse à une exigence impliquant un mode donné de satisfaction ou ne pouvant recevoir une satisfaction d'aucune sorte. La Versagung, que l'on retrouve par exemple dans un texte de Freud de 1912 sur les types d'entrée dans la névrose, va être donc traduit par la Planché-Pontalis par frustration, reprenant le terme anglais. Dans leur vocabulaire donc, de la psychanalyse, ils définissent ainsi la frustration comme la condition du sujet qui se voit refuser ou se refuse la satisfaction d'une demande pulsionnelle. Alors Freud distingue bien sûr instinct et pulsion. L'instinct, c'est le comportement de l'animal, marqué par l'hérédité et l'espèce. La pulsion, par contre, nous est propre. C'est un processus dynamique. Il s'agit d'une poussée énergétique et motrice qui fait tendre l'organisme vers un but. Et la théorie des pulsions aura de nombreux développements. La dernière de Freud verra s'opposer les pulsions de vie, Eros, et les pulsions de mort, Thanatos, Eros et Thanatos, pulsions dont nous sommes tous animés. Dans la frustration, donc, la demande pulsionnelle ne sera pas satisfaite, elle dit le manque essentiel qui se crée en nous et qui ne renonce pas à se dire et qui ne veut pas non plus renoncer à agir. La frustration est donc nécessaire à notre fonctionnement psychique. C'est structurant de se sentir frustré. Ça commence dès l'enfance. Imaginez un enfant qui n'aurait jamais été frustré. Il serait un enfant roi, un enfant tyran. Sans trop développer, je préciserai que Lacan, lui, ne cautionnera pas cette traduction du terme de Versagung par frustration. Il dit dans le séminaire La relation d'objet, aussi bien Freud ne parle jamais de la frustration comme d'une Versagung, ce qui s'inscrit beaucoup plus adéquatement dans la notion de dénonciation, au sens où on dit dénoncer un traité, un retrait d'engagement, et ceci est si vrai que même à l'occasion, on peut mettre la Versagung sur le versant opposé. La Versagung peut même vouloir dire à la fois promesse et rupture de promesse. Lacan ajoute dans la relation primitive de l'enfant à sa mère, la frustration n'est pensable que comme le refus de don en tant que lui-même symbole de quelque chose qui s'appelle l'amour. Dans le même séminaire plus tard, il précisera que traduire la Versagung par frustration est insuffisant, nécessitant d'y ajouter l'ambiguïté de promesse et refus que contient le terme. Il insiste sur le signifiant promesse, c'est-à-dire l'engagement par la parole. Dans l'appel téléphonique, il s'agirait donc de renoncer à quelque chose, mais qui pourrait plus tard être satisfait, pense-t-on. Quelque chose d'un désir refusé pour une promesse ultérieure. Dans l'écoute téléphonique, la frustration se trouve donc des deux côtés. Du côté de l'écoutant, comme j'ai tenté de l'illustrer, mais aussi du côté de l'appelant. Il est anonyme et doit le rester. Il doit respecter l'anonymat de celui ou de celle qui l'écoute. Il sait aussi que s'il venait à rappeler, il n'a quasiment aucune chance de tomber de nouveau sur le premier écoutant. En appelant,
En choisissant de décrocher le téléphone et d'appeler SOS Amitié, il sait inconsciemment ses limites. La frustration de l'appelant et de l'écoutant n'est pas la même, mais elle est partagée. Comme nous l'avons vu, la frustration peut susciter sentiment de colère ou de tristesse. C'est pourquoi la possibilité de l'évoquer, de partager avec d'autres ce qui vous a amené à la ressentir me paraît essentielle. Je sais que vous avez de tels moments d'échange. Pouvoir parler de ce que l'on ressent, évoquer ces situations, mais aussi entendre d'autres en parler, me paraît fondamental. Cela fait partie du travail d'écoutant. La confrontation à cette frustration et son partage peuvent aussi amener, me semble-t-il, l'écoutant à s'interroger sur son désir, sa motivation à s'investir dans ce travail qu'est l'écoute téléphonique à SOS Amitié. Je dis travail dans le sens où votre investissement nécessite une importante mise au travail psychique. Jean Houry, psychiatre psychanalyste, fondateur de la clinique de la Borde, au lieu de la psychothérapie institutionnelle, sujet qui m'est particulièrement cher, incitait les soignants, tous les gens qui travaillaient à la clinique de la Borde à s'interroger régulièrement quant à leur motivation et à leur désir. Et il posait régulièrement, c'était de se poser régulièrement la fameuse question « Qu'est-ce que je fous là ?» Je dirais que l'écoutant suit le fil du discours de l'appelant comme l'eau suit son lit, ce que je disais. Il n'est jamais le même. Le transfert n'est pas exclusif de la situation analytique. Il se manifeste dans la vie quotidienne, particulièrement quand le statut ou le rôle de l'autre l'éveille. L'analysant peut utiliser le cadre matériel de la cure. Le transfert va se faire bien sûr sur l'analyste, mais aussi sur la personne, le corps de l'analyste, son nom, ça peut être l'adresse du cabinet, ça peut être bien sûr le cabinet lui-même. L'écoute téléphonique, de par son immatérialité, offre peu de support pour cette mise en corps du cadre d'un visage. De ce point de vue, cependant, le transfert par téléphone n'est pas exclu dans la mesure où celui qui écoute a un statut et appartient à une institution. D'ailleurs, lorsqu'il décroche, il incarne celle-ci par quelque chose comme, alors je me trompe peut-être, mais SOS Amitié, bonsoir. Dans ce dispositif singulier, dans cette écoute particulière, quelque chose se met à dériver. Et dans cette dérive, il y a des courants, il y a une direction. Celle prise par l'appelant, qui fait sens pour lui, et que l'écoutant va suivre, accompagner. Et me semble-t-il, quelque chose apparaît. Même un élément de voix, un bruit de voix peut suffire à tenir le fil de la parole. La voix, votre ton de voix, sera par exemple une réponse à une voix inquiète ou hésitante. Le fait de ne pas répondre, la non-directivité, fait sortir du champ de la conversation, là où on laisse l'association se faire librement, comme je le disais lors du premier appel dans mon préambule. Cela aura un effet apaisant, ce que je retrouve dans l'objectif formulé dans la charte desserrer l'angoisse. L'appelant s'exprime, quelque chose d'autre arrive, quelque chose d'autre surgit, quelque chose que l'écoutant ne perçoit peut-être pas, pas toujours, pris par ses propres mouvements psychiques, ses propres désirs inconscients qui peuvent l'amener à se sentir frustré. L'écoute téléphonique induit un rapport à l'autre qui va en faire quelque chose. L'appel aura un effet sur l'appelant comme sur l'écoutant. Vous vous interrogez, vous questionnez sur l'effet des appels reçus. L'appel aura aussi un effet sur celui ou celle qui aura appelé, effet que nous ne connaîtrons souvent jamais, mais effet qui aura lieu. Et là, le travail collectif me paraît particulièrement important. C'est faire ce qu'on peut, et en ayant parlé et l'ayant partagé avec d'autres, en éprouver quelque chose de l'ordre de la satisfaction qui vous fait sortir de la frustration ressentie. Cette dérive que vous accompagnez permet peut-être à celui qui appelle d'entendre quelque chose de ce qu'il dit. C'est partager quelque chose qui ne laisse pas l'autre dans un désêtre total. Quelque chose advient de fragile, peut-être de difficilement perceptible pour vous écoutants, un presque rien. L'un d'entre vous me disait que parfois certains écoutants exprimaient leur frustration par « finalement ça ne sert à rien ». Personnellement, j'y mettrais le presque rien dont je parle,
Et ce presque rien, n'est-ce pas déjà beaucoup? Alors pour conclure, il y a, me semble-t-il, dans l'écoute téléphonique, quelque chose de L'Homme Atlantique. L'Homme Atlantique, ce moyen-métrage de Marguerite Duras de 1981 et texte éponyme paru en 1982. L'autrice évoque de manière poétique la tristesse et la douleur d'une femme que l'homme qu'elle aime vient de quitter. La singularité du film est qu'une grande partie se déroule dans un noir total, donnant toute sa force au grain de voix. C'est ce noir total, cette quasi-absence d'image et de corps, le grain de voix qui surgit, qui m'ont fait penser à l'écoute téléphonique. Alors du coup, peut-être pouvons-nous entendre encore d'une autre façon cette poésie durassienne, je la cite. Vous penserez que ce qui se passe n'est pas une répétition, que ceci est inaugural comme l'est elle-même votre propre vie, que dans le déferlement milliardaire des hommes autour de vous, vous êtes le seul à tenir de vous-même auprès de moi dans ce moment-là du film qui se fait. Vous penserez que c'est moi qui vous ai choisi, moi, vous qui êtes à chaque instant le tout de vous-même auprès de moi, cela, quoi que vous fassiez, si près ou si loin, que vous soyez de mon espérance. Je vous remercie. Merci à vous, Jean-Claude Moulin, pour cette note poétique finale, à laquelle j'étais personnellement très sensible. Mais je crois que c'est... Pardon, il faut que je parle plus fort. Oui, c'est vrai, ça y est, je vais parler plus fort. C'est la recommandation en plus que je m'apprête à faire à ceux qui vont intervenir pour poser des questions. Mais comme je m'adressais à mon voisin qui est tellement proche, c'était presque intime. Donc je lui disais combien j'étais sensible à la note poétique finale, même si c'était une réflexion personnelle. Merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais revenir sur la première intervention de M. Ramirez sur la société de la frustration. Voilà, j'ai trouvé que votre discours était très pessimiste, mais bon, je ne sais pas si je suis la seule. Ce serait intéressant d'entendre d'autres interventions à ce propos. Moi, j'ai l'impression, en vous entendant, enfin, je me dis, si on est une société de la frustration, donc j'imagine la société occidentale, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me dis, si on est arrivé à un point où, en fait, notre seul problème, c'est d'être frustré par des problèmes quand même assez prosaïques et pas très graves, c'est peut-être mieux d'être dans une société de la frustration qu'une société de l'oppression, de la violence, toute chose négative. Donc voilà, je me disais, est-ce que c'est aussi pas la condition de notre liberté d'être un peu frustré, parce que effectivement les mineurs étaient peut-être, on a peut-être une image de mineurs heureux, mais bon, je pense que quand même, quand ils ont su que leurs enfants pouvaient avoir une condition un peu meilleure, je pense qu'ils en étaient quand même heureux. Enfin après, voilà, c'est donc je me dis, si on peut se sortir d'un milieu, être libre, et ensuite devenir frustré parce qu'on a quelques soucis, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt positif. Mais voilà, je voulais revenir sur ça. Merci. Vous voulez répondre tout de suite? Vous avez le micro. Ne touchez pas. Pas touché. Non, mais bien sûr que c'est une vision un peu pessimiste, mais et on peut toujours dire c'est quand même mieux qu'avant, mieux que sous l'Ancien Régime, ou mieux que sous l'occupation allemande. Bon, moi, j'ai vécu ma jeunesse sous la dictature de Pinochet au Chili. Et bien évidemment, vivre en démocratie, c'est mieux. Mais si c'était si simple, il faut quand même savoir qu'on est des humains. Moi, je suis défenseur des animaux, hein, je milite même. Mais l'humain n'est pas rien. C'est un être extrêmement complexe. Et il se trouve qu'une situation d'oppression, comme j'ai bien vécu, donne un sentiment. Ah oui. Ah oui, c'est peut-être plus puissant. Donne un sentiment, une vie sous l'oppression qu'on ne peut pas souhaiter, bien évidemment. C'est ça le paradoxe.
donne aux gens qui se battent la sensation d'avoir un sens. On sait pourquoi on se bat. Et chaque jour est une victoire. Chaque personne qu'on sauve, par exemple, je pense à des gens qui étaient militants pour les droits humains, qui aidaient les gens qui étaient persécutés. Mais chaque personne qu'on sauve ou qu'on réussit à faire entrer dans une ambassade pour qu'ils partent à l'exil, eh bien, c'est une victoire. Hein. Je vois aujourd'hui... l'oppression donne un sentiment d'avoir sa place. Et on se bat contre un monstre. Quand il n'y a plus le monstre, il n'y a plus l'oppression, on est libre. Mais c'est là où la chose est plus complexe, parce qu'il y a maintes petits dictateurs à l'intérieur de nous-mêmes qui nous disent « Ah ouais, tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça. » Et ce n'est plus non plus le grand surmoi ou l'oppression dont Freud avait fait l'expérience, une société de frustration sexuelle. Parce que c'était la société victorienne. C'était une société dans laquelle, effectivement, on était facilement frustré sexuellement. Aujourd'hui, il y a la liberté sexuelle et les gens vivent dans un malaise diffus qui est terriblement décrit pour des gens plus pessimistes que moi, comme par exemple Michel Houellebecq dans Extension du domaine de la lutte, dans laquelle on voit une société de frustration sexuelle. Et on voit le marché sexuel, la compétition, qui est le plus performant, qui est le meilleur. Donc, en fait, le fait d'être en démocratie et d'une société dans laquelle les gens ne meurent pas de faim, oui, mais évidemment, personne ne peut dire que c'est mieux lorsqu'il y a la famine, lorsqu'il y a les dictateurs, lorsqu'il y a une société totalitaire où on opprime les femmes, comme on voit en Iran. C'est mieux. Mais ce n'est pas parce que c'est mieux, ce n'est pas parce que c'est mieux qu'il n'y a pas de problème et que les gens ne sont pas frustrés et que ce n'est pas ce que j'appelais une société de frustration. Une société de frustration sournoise. Parce que justement, il n'y a pas la police politique derrière vous. Et il n'y a pas la Gestapo, et il n'y a pas, ou alors le Conseil de la Révolution, la police des mœurs, voilà. Ils ne sont pas là, donc nous, on s'habille comme on veut. On n'est pas obligé de ceci ou de cela. C'est pourquoi il est plus difficile de trouver un sens global à son existence, et non pas à chaque petite chose qu'on voudrait réaliser. Je vais aller à une classe, un cours de Pilates. Je m'inscris, j'y vais. Je prends le cours de Pilates. Ça n'améliore pas substantiellement ma vie. Donc, c'est que chaque petit gain, chaque petite bonne chose, lorsqu'elle n'accapare pas profondément mon attention et ma conscience, et lorsque je n'ai pas mis là un grand désir, c'est une expression de Nietzsche, eh bien, à la fin, va s'avérer frustrante. Je n'obtiens pas ce que j'étais censé obtenir. C'est pour ça que je dis que c'est une société de frustration et je n'ai pas justement dit que c'était une société d'oppression, une dictature, un système totalitaire ou une société de famine. Non, mais c'est une société de frustration. Jean-Claude Moulin a souhaité réagir à l'intervention de madame. Oui, alors je vais aborder les choses sur un autre plan. C'est vraiment toute la question de frustration et désir. C'est-à-dire qu'on est vraiment, aujourd'hui c'est ainsi, dans un moment où être frustré, ce serait entre guillemets pathologique. Et alors c'est toute la question du besoin et du désir. L'autre jour, il y a l'opérateur de mon téléphone qui m'appelle et qui me dit voilà, alors il sait que je suis médecin, vous êtes médecin, alors bon, c'est un iPhone, je ne sais plus combien, et là maintenant il est obsolète, mais nous avons le modèle X, et alors il me dit, et ce modèle, en gros, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. C'est même. Alors moi déjà, je dis, alors je lui fais un truc au mec, je lui dis maintenant c'est une différence entre besoin et désir. Déjà le mec. Bon. Et alors pour aller m'exciter du côté du besoin, il me dit, vous savez, avec celui-là, vous pourriez regarder la télévision.
Alors moi, je lui dis, attendez, déjà, moi, bon, enfin, je ne la regarde pas beaucoup, mais enfin, ça fait un peu prétentieux. Mais surtout, regarder la télévision là-dessus, moi, j'y arrive pas. Et alors, il essayait d'amener des arguments, et je lui disais, mais j'en ai pas besoin. Et alors là, il y a eu, vous voyez, c'est ça dont il s'agit actuellement. Et ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, les publicitaires le savent. Les publicitaires vont nous chercher du côté du besoin, en disant, vous avez besoin d'eux pour être un homme complet. Ça rejoindrait ce qui vient d'être dit. Et donc, du coup, eh ben, si on va dans ce sens-là, et si on n'est pas dans ce sens-là, eh ben, on serait finalement un être manquant, un être pas abouti, parce que, dire j'en ai pas besoin, c'est s'interroger sur son propre désir. Prenez celui-là, il est plus puissant. Celui-là est plus puissant, visiblement. Comme ça, je parle doucement. Il y a 2 demandes de parole. Hein. Allez-y, vous avez la parole, madame. Oui, je vous remercie tous les deux pour votre intervention. Je voyais un petit lien dans ma propre frustration quelquefois à l'écoute. C'est que je me trouve face à des personnes que j'ai l'impression ont renoncé à faire partie de notre société frustrante. C'est-à-dire qu'ils ont pris de telles claques dans leur vie qu'ils ne croient plus que c'est possible. Le seul besoin qu'ils ont auprès de nous, c'est de nous dire. On va me dire que dont je rêve, c'est d'avoir un amoureux. Ce dont j'aimerais, c'est d'avoir un enfant, c'est d'avoir un chien. Mais le problème, c'est que les hommes sont malhonnêtes, les femmes sont méchantes, les enfants pleurent et les chiens mordent. Et donc, ce n'est pas possible. Et c'est un renoncement de désir, à part de me le dire. Et ça peut être difficile d'entendre, parce que, au fait, c'est de me dire que sa vie ne sert à rien, et donc, peut-être, en conséquence, mon intervention ou ma présence non plus. Mais avec des années, j'arrive à surmonter ça parce que malgré ce qu'on me dit, je sens que cette personne a besoin simplement de le dire. Et c'est moi qui dois l'entendre. Merci. Qui veut répondre ? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que vous avez tout à fait pointé ce qui est important. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un renoncement par le fait qu'il le dit. Voilà. Qu'il le dit, et que moi je pense que le fait de le dire, dans l'après-coup, certainement a un effet. Maintenant, est-ce que cet effet, ce serait répondre à notre imaginaire qui serait qu'il trouve une femme, et vous voyez, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais ce qu'il aura dit aura un effet, mais vous ne savez pas lequel. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Alors, j'avais une question pour Monsieur Ramirez et une question pour le docteur Moulin. Est-ce que je peux poser les deux ? D'accord. Alors, pour Monsieur Ramirez, je me posais la question, en fait, de la place de la spiritualité dans ce que vous disiez sur le manque de sens global, de recherche globale, de victoire globale des personnes qui créent la frustration, qui entraînent la frustration. Et pour le docteur Moulin, je me posais la question, vous aviez parlé d'un psychanalyste, un psychanalyste, je crois, qui dit que dans l'idéal, il faudrait que l'écoutant ne fantasme pas l'appelant, n'imagine pas la personne, de manière à pouvoir écouter sans idée préconçue. Et du coup, je me demandais... En fait, moi, je me dis que, en tant qu'écoutante SOS Amitié, notre écoute doit être empathique. Et je me demandais, en fait, si ce fantasme ou cet imaginaire de l'appelant qu'on se fait pendant l'écoute
il n'était pas la condition à justement pouvoir être en empathie avec la personne qui appelle. Voilà. Je vous donne d'abord la parole. J'ai bien entendu, c'était la place de la sexualité. Ah, mais j'ai mal entendu alors. Quel Ça, lapsus. c'est- Spiritualité. Ah, d'accord. Ouais. Quel lapsus! Vous voyez, il vaut mieux bien articuler. Oui. Il y a un psychanalyste. Ouais, là, on va commenter le lapsus après. Lapsus d'écoute. Hein. Alors, oui. Alors, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais répondre? Et d'autant plus qu'on l'avait évoqué avec cette histoire de Welbeck. Alors, je pense que c'est la question la plus importante de toutes. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce que nous entendons par spiritualité? Je pense que, de toute façon, en dehors des définitions religieuses, hein, qui sont tout à fait valables pour ceux qui croient, la spiritualité est un besoin fondamental et non pas, je pense pas à la pyramide de Maslow, qui j'aime pas, je préfère les pyramides d'Égypte. C'est pas une très très bonne, ouais, c'est pas la meilleure pyramide, et parce que justement, je crois que c'était pas la spiritualité, mais c'était, je crois, l'accomplissement de soi ou quelque chose comme ça qui était en haut de cette fameuse pyramide, qui avait comme condition que les autres étages soient déjà remplis, le matériel, le social, etc. Je crois que c'est faux parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont un accomplissement spirituel très, très puissant et qui n'ont pas du tout les besoins matériels remplis, comme des moines ou de méditants ou qui vivent dans une vie extrêmement précaire matériellement. Donc voilà, donc on peut avoir un accomplissement spirituel sans que les autres choses soient... Il ne faut pas structurer la vie comme une pyramide. Mais qu'est-ce que c'est donc spiritualité et quelle serait la place? Justement, je pense que dans notre société, cette place est manquante, est terriblement absente. Enfin, et la spiritualité est absente de notre vie. Et pourquoi? Parce que un accomplissement spirituel, pour moi, d'abord, spiritus, c'est un mot pour dire... en grec, ça se dit pneuma, qui veut dire le souffle. En tout cas, c'est un souffle ou un feu, comme le disent certains écrivains mystiques, qui souffle où il veut, mais qui est toujours un dépassement, un aller plus loin. Et ce dépassement engage la totalité de l'être. C'est pour ça que nos petites satisfactions, parce qu'on peut avoir des satisfactions, aller voir un film est une satisfaction, aller à un resto, chose qu'on peut faire dans des pays d'abondance et de liberté, bien évidemment, ce sont des satisfactions. Mais ce que je voulais pointer, c'est que ces satisfactions n'engagent jamais la totalité de l'être. Lorsque on a un besoin spirituel, par exemple, un besoin de quelque chose, et lorsque ce besoin n'est pas satisfait, eh bien, c'est le vide complet. Et c'est ça qui nous menace. Lorsqu'on nous remplissons la vie des petites choses qui sont satisfaisantes, peut-être le plus grand besoin, le plus profond des besoins ne sera jamais satisfait. Et je pense qu'elle est absente, cette dimension de la spiritualité, parce que rien de ce que nous pouvons faire engage la totalité de notre être. Et rien de ce que nous faisons n'implique une transformation radicale. Qu'est-ce qui est évoqué toujours par les écrivains mystiques, par exemple, lorsqu'ils racontent une expérience. Cette expérience m'a transformé totalement. Et rien de ce que nous pouvons faire ne transforme rien totalement, et ni non plus la société. Aucun changement que nous pouvons faire ne sera un changement total, comme nous aurions par exemple besoin, ne serait-ce que pour ne plus continuer à bousiller la planète. C'est-à-dire que tous les petits changements qu'on nous propose, lorsqu'on aborde ces problèmes climatiques par exemple, ou de biodiversité, ils ne sont pas à la hauteur. Et rien de ce que nous faisons et qui font, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, c'est une espèce d'antienne que nous tient totalement. Vous ne pouvez rien faire.
nous allons nous en occuper, parce que nous avons le pouvoir, nous avons le savoir. Hein. Vous n'avez rien à faire, restez à votre place. Donc, déjà, les choses importantes sont ôtées de la vie des gens. Voilà un peu c'est pourquoi je pense que c'est une société de la frustration, et la plus importante de toutes est justement cette dimension manquante de notre vie actuelle. Vous étiez interpellé aussi, Jean-Claude? Oui, alors c'est pas un psychanalyste qui dit ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai repris donc de Rémi Rousseau dans une revue de SOS Amitié. Alors, je nuançais, le propos, c'est de ne pas la penser tout court, sinon en tant qu'autre, ce que je trouvais un petit peu compliqué, puisque l'imaginaire, il est de toute façon, je dirais, à l'œuvre. On l'expérimente, par exemple, quand vous écoutez une émission de radio pendant un certain nombre de temps et que l'animateur de radio va passer à la télévision et que vous le voyez, je dirais, physiquement, ça ne correspond jamais à ce que vous avez imaginé. Mais même si on vous dit, mais vous l'imaginiez comment, ça reste indéfini, mais en tout cas pas comme il est, vous voyez. Donc on voit comment tout ça fonctionne. Et pour répondre à ce que vous disiez sur la question de l'empathie, je ferai le distinguo entre empathie et identification. C'est-à-dire que je pense que d'arriver l'empathie, que cet imaginaire, on soit conscient de cet imaginaire, fait que, bien sûr, il va falloir développer cette empathie, mais sans que ce soit une identification, qu'on soit complètement pris. L'angoisse que va comment dirais-je, évoquer Laplan, il ne s'agit pas d'être complètement en dehors, parce que sinon, dans le cadre, par exemple, de situations particulièrement compliquées pour vous, de quelqu'un qui appelle en disant « je vais me passer à l'acte », le fait d'être complètement détaché de là, c'est là où il y aura passage à l'acte. Il faut bien sûr être en empathie, mais c'est-à-dire partager quelque chose de l'angoisse de Laplan, mais sans être pris par ça. Vous voyez, c'est-à-dire d'arriver, et c'est là où je ferai le distinguo. Et cet imaginaire, de vraiment avoir en tête tous ces mouvements-là. La question de la voix, elle est absolument fondamentale. D'ailleurs, j'étais très frappé dans la double écoute je dirais, du maniement. C'est pas, me semble-t-il, alors il y a la formation, c'est pas pleinement conscient, mais du maniement de la voix de Marie-Odile au moment de répondre et dans l'écoute. Je pense que c'est fondamental. Madame. Oui, bonjour. Oui, donc voilà, je voudrais apporter un regard positif, en fait, et un peu de gratitude vis-à-vis de vous tous. Le docteur Moulin a fait part d'un témoignage de reconnaissance d'un appelant. Et il se trouve que, pour la première fois, il y a 3 ans, j'avais fait une écoute le soir de Noël. Et j'avais été très, très, très surprise. J'avais eu 4 appels de personnes qui téléphonaient pour remercier SOS Amitié d'être là. Et donc, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et cette reconnaissance, donc bien sûr, elle ne m'était pas destinée personnellement, c'est moi qui l'ai entendue, mais je voulais la retransmettre à vous tous et à tous les écoutants de SOS Amitié. Et c'est vrai que c'est ce genre de reconnaissance, moi, les jours où, effectivement, il y a des appels, on a l'impression d'avoir moins bien réussi ou de ressentir de la frustration, et ben c'est à ces témoignages que je pense, et c'est eux qui me font continuer, en fait, avec vous. Voilà. Donc, merci à vous tous. Merci à tous les écoutants de SOS Amitié. Merci de ce témoignage. Monsieur. Bonjour, j'ai une question qui sera peut-être plutôt pour SOS Amitié, mais je suis sûr que Jean-Claude Moulin et Daniel Ramirez auront un avis sur le sujet. J'ai cru comprendre, n'étant ni écoutant ni appelant, j'ai cru comprendre que vous aviez aussi recours au chat et à l'écrit pour échanger. La voix n'intervient pas à ce sujet. Je voulais savoir d'un point de vue, d'abord, est-ce que c'est un exercice qui monte en puissance au sein d'SOS Amitié,
Et d'un point de vue plus psychanalytique et psychiatrique, mais même philosophique, quelle différence attachez-vous à cet exercice d'échange épistolaire, nécessairement différent parce qu'il laisse des traces que peut-être la conversation téléphonique ne laisse pas, qui pour l'écoutant permet peut-être de revenir à un écrit, à un autre temps justement de son parcours. Voilà, comment, pour des jeunes aussi qui utilisent de plus en plus le chat, les SMS et les réseaux sociaux, qui utilisent finalement de plus en plus l'écrit pour échanger, comment vous intégrez dans vos pratiques et vos considérations ces échanges par écrit? Daniel, vaut mieux que ce soit Laurent, oui, c'est ce que je me disais, vaut mieux que ce soit SOS Amitié qui réponde à cette question. Historiquement, on a une histoire avec ce chat, c'est que il y a une quinzaine d'années, on n'avait que le téléphone. Et on faisait le constat que nous n'avions aucun jeune, ou quasiment pas. Ceux qui appelaient, c'était pour faire des blagues. Ce qui pouvait être rigolo. Et parfois, d'ailleurs, si l'écoutant ou l'écoutante était assez habile, ce qu'ils sont toujours, en amorçant une discussion, on voyait bien qu'il n'y avait pas que de la blague derrière ça. Et souvent, on avait le jeune qui était au téléphone et qui disait à ses copains « Faites un peu moins de bruit, je suis en train de parler ». Mais on voyait bien qu'on avait un problème, que le téléphone, ce n'était pas le moyen privilégié pour qu'ils nous appellent. Et c'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'années, on a ouvert au départ à des fins d'expérimentation une ligne de chat et une ligne de mail, d'écoute par mail. Ce qui a posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est toujours de l'écoute? Comment écoute-t-on? L'usage de la parole, de la voix. Et avec le temps, on voit que cette ligne est toujours là, il y a toujours un besoin. Ce qui a changé, et vraiment depuis cette crise, c'est que les jeunes utilisent maintenant le téléphone. Et même de très très jeunes, en dessous de 15 ans, parfois. Donc il y a vraiment eu une bascule qui va être pour nous intéressante de comprendre. Je pense qu'on n'a pas encore d'explication de cette bascule, mais il s'est passé vraiment quelque chose. Alors le chat et le mail, on va continuer à les faire. On a toujours été très prudent parce que, on n'a jamais voulu passer par une plateforme autre. Donc on a toujours passé par une plateforme à nous pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Et puis on ne veut pas déshabiller le téléphone pour le mail, puisque la hausse des communications, c'est sur le téléphone qu'on l'a eu. Mais on reste sur ce canal parce que c'est le canal privilégié pour les jeunes. Est-ce que vous voulez intervenir quand même sur la voix? Est-ce que peut être l'écoute sans voix? Oui, mon collègue avait déjà commenté la très grande importance de la voix, qui est une sorte de... C'est la chair de l'écoute, une sorte de carnalité. On est en chair et en os, mais en réalité, on ne se voit pas, on ne sait pas comment c'est, mais la voix montre beaucoup de choses et donne... c'est un visage invisible, je dirais. Effectivement, l'expérience de voir parfois des journalistes qu'on entend, des voix qu'on aime à l'écran, il est étrange. Je pense l'écrit un peu un autre monde, mais bien évidemment l'expérimentation est très nécessaire parce qu'on ne sait pas si jamais, par exemple, les téléphones disparaissent. C'est-à-dire qu'il faut être à l'affût quand même des changements, comme je disais, de cette accélération. Néanmoins, je crois que l'écrit permet, je me prends un peu en tant qu'écrivain, l'écrit permet beaucoup de se cacher. Et ça, je pense que c'est un truc à étudier. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça permet de se déguiser, de prendre un personnage, d'être un autre. Et je vois que le très grand succès des chats est un peu cela. C'est-à-dire, ça me permet de ne pas être moi-même. Alors, maintenant, pire encore, je ne sais pas si c'est pire, mais le monde virtuel qu'on nous promet... parce que pourquoi on nous promet ça? Parce que c'est plus rentable encore. Bon, du métavers, c'est-à-dire du monde virtuel dans lequel ça existait déjà dans les années 2000, ce nouveau, parce que la technologie permet que ce soit beaucoup plus réaliste.
et de ne pas être avec son apparence, mais d'avoir un avatar, et de ne pas être dans le monde réel, mais dans un autre monde qu'on a acheté. Par exemple, c'est mon pays. Moi, vous avez fini avec la monarchie. Moi, dans mon pays, je suis roi. Donc on peut effectivement remplacer les côtés décevants du réel par un monde virtuel. Et là, ça sera encore plus complexe, parce que justement, quand est-ce que ça va me satisfaire tellement mon besoin profond, spirituel, d'avoir une vie accomplie. Alors, si nous sommes là pour ça, pour avoir une vie merveilleuse, pour avoir une vie magnifique. La personne qui disait que voulait avoir un amant ou un mari ou un fils, eh bien, effectivement, c'est ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas d'avoir un petit machin qui a une fonction de plus dont nous n'avons pas besoin. Nous avons ça comme besoin. Et avec eux, avoir un véritable amour, une véritable sensation d'accomplissement quand on élève des enfants. Et les animaux de compagnie peuvent nous donner un véritable amour. Donc nous avons ces besoins-là. Et lorsque c'est plus facile de les remplacer pour autre chose, c'est dangereux, en fait. C'est très, très dangereux. Mais je crois qu'il faut être dans l'expérience. L'écrit ou l'avatar permet de se cacher, de dire des choses d'une autre façon. Et d'ailleurs, l'écrit a besoin d'une certaine culture pour pouvoir écrire et exprimer les sentiments. Lorsqu'on n'a pas suffisamment de mots, la communication s'appauvrit. Et comme ça s'appauvrit dans les chats. On voit ça dans Twitter, par exemple. Et donc, il faut être attentif. Il faut bien sûr expérimenter, mais être sensible à ce qu'on perd. Et lorsqu'on n'en a déjà pas le visage, parce que bien sûr les gens n'oseraient pas se montrer, et vous avez eu sans doute le phénomène, lorsque vous avez fait, vous tous, beaucoup de réunions par Zoom, le phénomène des caméras éteintes. C'est qui est frustrant. C'est d'ailleurs, déjà, on n'a pas à avoir les masques parce qu'on est chez soi, mais on ne se montre pas. Donc on est dans un monde où on se montre chaque fois moins, parce qu'on a peur, et parce qu'on n'est pas satisfait de son image. Et pourquoi on n'est pas satisfait de son image? Parce qu'on nous montre des actrices et des acteurs magnifiques à longueur de journée dans toutes et dans la pub. Donc du coup, c'est une société qui permet aussi de se cacher de plus en plus. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, succinctement, ça rejoint. Moi, je partage tout à fait votre propos. Moi, personnellement, c'est quelque chose d'assez compliqué. Voilà, c'est-à-dire que, en effet, ça permet de ne pas être soi-même, ça permet un développement autre, et qui, du coup, dans la question de la rencontre, je trouve que ça biaise beaucoup de choses. Mais de mon point de vue, je dirais que moi, l'expérience que j'en ai, c'est déjà des patients que je suis par ailleurs et qui, à un moment, par exemple en période de vacances, quand je suis en vacances, en fonction de leur état, je vais pouvoir leur proposer, mais aussi un appel téléphonique ou, si c'est pas possible, un échange par mail. Mais ça reste, je dirais, quand même très limité. Parce que je trouve que ça m'évoque aussi la question des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre. Et ça permet, tout est permis. Et du coup, c'est assez terrifiant. Je veux dire, donc, de mon point de vue, cet échange, il peut aller, en effet, dans de l'imaginaire tout puissant. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Moi, là, actuellement, enfin, c'est sans doute quelque chose d'intéressant à travailler. Je ne sais pas trop. Oui, on a une dernière demande de parole. Oui, merci. Je vous en prie. Merci pour ma question. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il restait aujourd'hui de la pensée freudienne qui veut que la frustration est une occasion de structurer la personnalité. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Et la question n'est pas que théorique, parce que pour nous écoutants, la frustration, elle est là, notamment, pas seulement, mais notamment à la fin de l'appel, puisqu'il faut conclure un appel. Et on a tous fait l'expérience, parfois, d'appelants qui ne supportaient pas que nous mettions un terme à l'appel et que ça peut parfois occasionner un déchaînement d'agressivité de la part de l'appelant.
Voilà. Et donc je voulais savoir quel était votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'on peut espérer que aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer que la frustration est une occasion pour l'appelant de structurer sa psyché, de structurer sa personnalité, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce que ça crée un espace d'élaboration psychique, comme disent les psychanalystes? Oui, moi je le pense. Hein. Après la pensée freudienne, vous savez, dès que Freud a commencé à publier, je dirais, la psychanalyse a été décriée. Aujourd'hui, elle n'a pas trop, en tout cas dans le domaine de la psychiatrie, elle n'a pas trop le vent en poupe. Hein. Mais on est, je dirais, aujourd'hui dans une société, l'hôpital est devenu une entreprise. Hein, puisque pour travailler encore, alors moi je travaille dans une fondation, j'ai quitté le service public, mais désormais ce sont des administratifs qui nous disent comment on doit travailler, hein, c'est-à-dire les protocoles, toutes ces questions-là. Ce que moi je dis généralement aux équipes, c'est les protocoles sont là, et en substance, c'est surtout ne vous inquiétez pas, on pense pour vous. Le truc, c'est que, bien évidemment, il ne faut pas se laisser prendre. Enfin, il faut. Mon grand leitmotiv actuellement, c'est résistance, mais certainement pas résilience. Parce que le mot de résilience est mis à toutes les sauces. Hein. Il faut résister. Après, par rapport à la fin de l'écoute, j'avais été très sensible dans une autre écoute avec Marie-Odile. J'avais bien perçu que c'était un appel fleuve. Hein, c'est-à-dire qui tournait en boucle. D'ailleurs, on en avait parlé après. Quelque chose qui tourne, et alors qui pouvait durer, et durer. Et moi, ce que j'avais repéré, en tout cas du point de vue technique, c'est qu'à un moment, Marie-Odile a ponctué en disant « on a déjà dit beaucoup de choses ». Et ça, je trouvais ça assez finot, dans le fait où ça venait annoncer une fin prochaine, alors qui ne s'est pas faite immédiatement. Et ça, je pense que l'appelant l'intègre. Hein, beaucoup de choses ont été dites ce soir, et la personne a continué, et donc, me semble-t-il, ça a permis de conclure. Mais vous avez raison, parce qu'on le voit dans des entretiens en face à face, moi je le vois avec des patients, alors des sujets psychotiques, hein, comment le patient va sentir que l'entretien va arriver à son terme, et alors là, il se met à parler, je veux dire, on ne peut plus en placer une, hein, c'est-à-dire, et il va falloir trouver, en effet, un moment de pouvoir arriver à peut-être frustrer l'autre, mais dans ce moment-là, je trouve que ça a un effet positif. Mais on peut nous-mêmes se sentir frustrés de ça. Mais bien évidemment qu'il va y avoir une fin. Il va falloir se séparer. Effectivement, il va y avoir une fin. Je vais... Je vais donner la parole à notre président pour le mot de remerciement, le mot de fin. Ah bon, d'accord. Les remerciements ayant déjà été exprimés, moi je vous renouvelle le mien au nom de l'association, dans la tâche qui m'a été confiée. Merci Daniel Ramirez, merci Jean-Claude Martin, et merci à vous. Pardon. Moulin, pardon. C'est bien ce que j'ai dit. Et merci à vous d'avoir participé.